bonjour à tous. Tout d'abord, merci à 23 bis pour l'invitation. On est très content d'être là. Et aussi, merci à Raphaël de nous accueillir dans ce lieu. On a déjà eu l'occasion de collaborer ensemble par le passé. Du coup, pour commencer, en tant que designer, en fait, on se pose beaucoup de questions. Donc déjà, comment est-ce qu'on peut impliquer un public qui a énormément de sollicitations, qui a beaucoup de contenu tout le temps devant les yeux. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme choix en fait, qu'est-ce qu'on met en avant comme contenu, comment est-ce qu'on va en fait créer une expérience un peu sur mesure pour l'utilisateur où il sent qu'il a une place très, très spéciale. Donc j'ai un peu montré comment on fait ça à Int. Int Studio, ça fait maintenant 8 ans que ça existe. J'ai cofondé Int Studio avec mes collègues David Colombini et Marc Dubois. On est une petite équipe avec beaucoup de capacités diverses et variées. On rassemble donc designers d'interaction, développeurs, designers d'interface, designers industriels, et aussi on fait beaucoup de prototypage électronique. Une des parties de ce qu'on fait, c'est ce que vous voyez là. C'est des installations physiques qui mélangent en fait tangible et digital. C'est beaucoup de mise en valeur de contenu, de création pour des musées, mais aussi pour des marques. C'est des installations où le spectateur il a souvent une place assez importante. Donc, on voit par exemple, il y a des installations auxquelles on pousse un peu le spectateur à tourner autour, où on va créer en fait, par exemple, des contrôleurs sur mesure qui ont soit des interactions assez ludiques ou des interactions qui font vraiment sens avec le contenu. Et on est aussi designer d'interface. Donc on va aussi créer des projets entièrement numériques. Donc c'est beaucoup de plateformes de mise en valeur de contenu. C'est par exemple pour des laboratoires de recherche, pour des musées qui ont des collections à montrer. C'est souvent des sites web assez expérimentaux où on teste beaucoup les nouvelles technologies. Donc on va avoir de la 3D en temps réel. On va expérimenter vraiment avec tout ce qui sort de nouveau. On a testé aussi des projets en réalité virtuelle. Donc c'est un peu beaucoup de touche à tout comme ça. Et ce qui est important de savoir, c'est que chez Int, on a un peu cette vision assez transversale. Du coup, on va pouvoir proposer en fait un projet qui fait vraiment sens par rapport à nos clients et avoir un peu un large panel de choix. Le premier projet, il s'appelle LCD pour Lumina Chroma Data. C'est un projet qu'on a réalisé pour Plateforme 10, plus spécifiquement pour le musée de l'Élysée et pour le MUDAC. Donc la demande du client, en fait, c'était d'avoir une installation qui était autonome, où en gros, il n'y avait pas besoin d'avoir de gardiennage ou d'avoir quelqu'un qui surveille l'installation, qui fait de la médiation. Donc vraiment, l'installation est seule avec le spectateur. Et le deuxième point, c'était qu'en fait, il y avait les deux collections, en fait, donc la collection de photos du musée de l'Élysée et la collection d'objets du MUDAC. Et le but, c'était de faire dialoguer en fait ces deux collections. Donc, c'est quand même deux collections qui sont assez différentes l'une de l'autre. Donc, c'était un peu un challenge pour nous de trouver en fait la manière de les rassembler. Donc, l'installation qu'on a proposée, elle était visible dans les arcades devant Plateforme 10. Et du coup, on a repensé en fait comment est-ce qu'on va chercher du contenu dans une base de données. Souvent, une base de données, ça va se rechercher en tapant un mot-clé ou comme ça. Mais on voulait une interaction qui était un peu plus directe et aussi un peu plus poétique. Donc, on a pensé en fait à utiliser la couleur en fait pour rassembler ces deux collections. Donc, en fait, le visiteur, il est vraiment au centre de la pièce. Donc, il est vraiment au centre et c'est lui qui contrôle en fait ce qui va se passer tout autour de lui. Et du coup, le visiteur peut choisir une couleur. Donc, c'est un contrôleur sur mesure qu'on a créé. Et en fait, en choisissant cette couleur, du coup, ça va choisir une pièce de la collection de photos du MUDAC, de l'Élysée, pardon, et une pièce, un objet du MUDAC. Et ça va faire un diptyque comme ça entre les deux images. C'est chaque fois les deux images qui sont la plus proche de cette couleur. Et du coup, comme ça, on fait dialoguer les collections. Et c'est une nouvelle manière, en fait, de découvrir les collections. On a vraiment créé ce dispositif qui est au-dessus du visiteur, qui va vraiment changer, en fait, la couleur de toute la pièce. Donc même si on n'est pas en train de lever les yeux comme ça, en fait, on va ressentir vraiment aussi au sol la couleur qu'on a choisie. Donc il y a vraiment un côté très immersif. Là, je laisse juste la petite vidéo.
Donc là, on voit aussi le contrôleur, comment en fait l'installation elle est vraiment faite aussi pour rentrer dans cet espace assez particulier des arcades. Ce qui était aussi intéressant pour nous, c'est qu'on a rajouté aussi à la fin le fait que le visiteur pouvait garder un souvenir en fait. Donc on pouvait en fait imprimer un peu le diptyque si vous voulez qu'on préférait. Donc c'était juste, ça nous donnait en fait, on pouvait garder la référence des deux œuvres qu'on avait bien aimées si on voulait plus tard y revenir ou pouvoir se rappeler en fait de ce qu'on avait vu. Et on a aussi adapté en fait le projet. Pour la petite anecdote, le projet a ouvert pendant le Covid, donc il a ouvert et il a directement fermé. Et du coup, en fait, en accord avec le plateforme 10, on a cherché une idée en fait de quand même pouvoir le rendre accessible au public. Et du coup, on avait fait une version remote de l'installation. Donc les gens, ils pouvaient se connecter sur un site, puis ils pouvaient voir l'installation en live et puis la piloter à distance. Du coup, c'était aussi assez intéressant de voir un peu les gens s'amuser. C'était aussi accessible à des heures un peu absurdes. Donc après, en fait, on l'a laissé fonctionner, mais quand l'installation était fermée au public. Donc c'est-à-dire que les gens ils pouvaient venir un peu la nuit jouer avec et tout. Et en voyant les logs, on s'est aussi rendu compte qu'il y a des gens qui venaient à des heures un peu absurdes jouer avec, tout d'un coup choisir des couleurs et tout. Donc c'était assez drôle de voir un peu comment les gens se sont impliqués avec. Le prochain projet s'inscrit un peu dans la lignée de celui-là. Cette fois, c'est que pour le MUDAC qu'on l'a développé au début. Après, on l'a adapté à d'autres musées. Donc, ça s'appelle Interactive Replica. Donc, de nouveau, la demande, c'était un dispositif qui était autonome. C'était de pouvoir en fait montrer des objets des collections du MUDAC qui sont en général dans le dépôt et de trouver un peu une manière de les montrer un peu différente. Parce que ces objets, y a clairement un peu une frustration on ne peut pas les toucher, ils sont souvent derrière une vitrine. Il y a aussi des parties de l'objet qui sont cachées parce que souvent on voit qu'un côté, on ne peut pas voir la signature qui est en dessous. Du coup, on avait proposé un projet de réplique interactive d'objets. C'était intéressant, on avait fait la première version du coup en 2019 et on s'est associé avec Archéotech qui travaille en fait, qui fait du scan pour l'archéologie. Donc pour eux, c'était aussi intéressant de tester en fait, de faire ça sur des objets d'art qui ont aussi donc pas mal de contraintes. Donc pour faire de la photogrammétrie, d'avoir des objets en verre, des objets qui réfléchissent la lumière et tout, c'est un peu tout ce qu'il ne faut pas avoir. Donc c'était aussi un joli challenge technique. Et du coup, cette installation était intéressante parce que les gens, du coup, pouvaient prendre des répliques des objets dans les mains, les manipuler, et le double digital à l'écran, du coup, bougeait comme la réplique. Et du coup, on pouvait zoomer dedans, on pouvait vraiment tourner l'objet dans tous les sens et pouvoir découvrir des parties de l'objet qu'on ne voit pas normalement. Ça donnait vraiment une autre découverte de l'objet. Ça redonnait aussi un peu le sens du toucher qu'on a très peu dans les musées. Alors ça pose aussi d'autres challenges parce que forcément les gens ils comprennent pas forcément qu'ils ont le droit de toucher, donc au début il fallait un peu les pousser, il fallait montrer un peu que c'était tactile. Souvent s'il y avait des gens dans le musée à ce moment-là qui faisaient l'expérience, tout le monde y allait, mais sinon c'était un peu plus difficile, il fallait mettre une grosse pancarte, vous avez le droit de toucher. Donc ça c'est encore un peu du chemin à faire, mais les gens dès qu'ils comprenaient c'était très intuitif le système, donc ça marchait bien. Ensuite on a adapté ce projet pour le musée d'archéologie de Lausanne. Donc on a fait deux versions différentes. Et la dernière version, on a un peu adapté le système pour répondre à une demande qui était d'avoir beaucoup plus d'objets qu'on pouvait visiter. Donc du coup là, on a un peu enlevé la partie contrôleur sur mesure. On a fait un contrôleur où on pouvait interagir avec n'importe quel objet. Et là, c'est plus en fait on a plus poussé le côté narration. En accord avec eux aussi, donc c'est aussi un public un peu différent qu'ils ont. Donc là, l'idée c'était plus d'avoir des objets sur lesquels on va chercher des détails à afficher. Je vais montrer la vidéo, on verra un peu mieux. Donc c'est plus un peu de pousser le visiteur à trouver des éléments particuliers sur l'objet. Donc par exemple un signe de comment l'objet a été créé, un détail particulier ou comme ça. Donc la première version qu'on avait faite, c'était un peu un jeu de questions-réponses. Là, c'est plus en fait, on va mettre en valeur en fait des parties de l'objet et du coup la personne tourne l'objet dans différentes directions et va à chaque fois avoir un peu une narration qui est guidée par rapport au sens de consultation de l'objet. Les prochains projets que je présente, je vais présenter un peu plus rapidement et c'est plutôt des projets d'interface.
je vais juste un peu mettre l'accent sur un détail en fait qu'on aimait bien du projet. Donc, ce qui est aussi assez challenging, on va dire, dans ce qu'on fait, c'est de trouver la bonne manière de restituer le contenu. Souvent, on a des clients qui viennent vers nous avec beaucoup de contenu, ou avec, par exemple, ce projet-là, c'est un projet de recherche d'un laboratoire de l'EPFL, qui a fait tout un projet de recherche sur les ascensions du Mont Buet, qui est en France. Donc c'est beaucoup de documents d'archives, et en fait, ils ont aussi refait des nouvelles ascensions, donc refait du nouveau contenu. Ils ont enregistré plein de données pendant ces ascensions. Et du coup, en fait, le client vient avec nous avec beaucoup de contenu, et c'est un peu comment est-ce que on va le mettre en valeur, qu'est-ce qu'on va choisir de montrer, comment on va le montrer. Pour ce projet, ce qui était intéressant, c'est que du coup, notre parti pris, c'était de faire que toute la navigation du site, elle se fait sur l'altitude. Donc on commence en fait tout en bas de la montagne, et plus on scrolle dans le contenu, plus on monte en fait avec les ascensions. Donc il y avait l'idée en fait de faire vraiment le voyage en même temps que les gens qui ont refait ces ascensions, ou que les premiers allaient faire. Après, il y avait aussi différentes manières de naviguer ensuite dans le site. On pouvait vraiment naviguer dans cette carte. On pouvait aussi trier le contenu de différentes manières, mais disons un peu la manière principale quand on arrivait sur le site, c'était vraiment ce classement par altitude. Il y avait aussi dans ce projet un côté assez participatif, parce que les gens ils pouvaient aussi soumettre en fait du nouveau contenu. Donc si on était allé du coup sur le Mont Buet, on avait fait des photos, enregistré des sons, capturé un détail de la végétation, on pouvait aussi venir contribuer à l'archive. Donc c'est un projet qui se remplit tous les jours en fait de nouveaux contenus. Le suivant, c'est un projet qu'on a fait pour le Printemps de la Poésie en collaboration avec l'UNIL. C'est une collection en fait, c'est plutôt, je dirais, un peu un recueil de poésie. Donc, c'est de la poésie qui est filmée. Donc, c'est toute une plateforme en fait de vidéos. Et chaque année, en fait, ils créent des nouveaux contenus en vidéo. Et du coup, c'était de trouver un peu une manière de montrer ces vidéos. Et le détail que je trouve le plus intéressant dans cette plateforme, c'est un peu cet index où en fait on a repris le principe de la couverture de livres, donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder. Donc on a repris en fait c'était très important pour eux le côté collection, donc livres qu'on va avoir dans une bibliothèque qui ont tout un peu une manière commune d'être affichés. Donc chaque collection de vidéos avait une couleur spécifique. Et ensuite, quand on cherchait, quand on pouvait filtrer par vidéo, c'est juste les tailles, les collections qui allaient se réajuster en fonction. Donc il y avait quelque chose de très simple, visuellement dynamique, pour montrer à l'utilisateur qu'est-ce qu'il pouvait chercher en fait comme contenu, et comment en fait le nombre de vidéos était distribué dans la plateforme. Donc c'était assez intéressant de en fait appliquer un principe qu'on connaît dans une bibliothèque, mais juste de le réappliquer pour le numérique. Je finis avec le dernier projet rapidement. On fait aussi des projets qui sont plus des outils. En l'occurrence, ça c'est pour un groupe de designers qui s'appelle Superlife, qui ont un projet d'étagère modulaire. Et du coup, ils nous ont demandé de créer un outil en fait pour que leurs clients puissent choisir en fait leur propre modèle de bibliothèque ou de meubles de ce type. Et du coup là, c'est plus intéressant parce que comment est-ce qu'un visiteur qui arrive sur le site, il va en fait pouvoir créer du coup sa propre configuration. Et ça devient de plus en plus un peu ce type de projet où on a quelque chose qui est très modulaire comme ça. Donc là, c'était aussi intéressant de se mettre à la place, d'avoir quelque chose qui est suffisamment intuitif, qui est facile à comprendre, qui est aussi ludique. Enfin, disons que même si finalement on décide pas d'acheter celle-là, c'est hyper chouette de pouvoir tester en fait toutes les possibilités. Et ça, on a lancé il y a pas très longtemps et tout. Et on a fait quelques projets de ce type aussi. Proposer vraiment un niveau de personnalisation assez élevé. Et là, quand la personne a fini en fait sa configuration, ils peuvent juste cliquer, ça génère en fait automatiquement tous les plans. Donc pour le designer aussi, c'est beaucoup plus simple après de produire en fait les objets. Et ça lui permet facilement de faire quelque chose qui est sur mesure et personnalisé pour chacun de ses clients. Donc là, en l'occurrence, c'est une plateforme en ligne, mais c'est aussi quelque chose qu'eux, ils peuvent utiliser avec chacun de leurs clients qui vient vers eux et qui demande en fait un projet particulier. Donc pour terminer, j'aimerais juste dire que du coup, nous, en fait, un peu notre
Ce qui est le plus difficile, mais qui est ce qui nous plaît le plus, c'est vraiment de trouver à chaque fois en fait, vraiment la bonne manière de trier du contenu, la bonne manière de mettre en valeur un contenu, et de chaque fois en fait, proposer une expérience qui est juste et qui fait sens par rapport au contenu, de pas forcément se dire on a eu cette recette qui marchait bien pour ce type de contenu, du coup on va la réappliquer à un autre projet, parce que c'est pas le même contexte, c'est pas le même client, c'est pas le même type de contenu, donc c'est de chaque fois réussir à trouver une manière qui, voilà, de s'inspirer en même temps de ce qu'on a fait, mais de trouver une manière qui est juste et qui est unique par rapport à ce que le client veut et le contenu qu'il présente. Du coup, c'est aussi un travail qui demande beaucoup de recherche, beaucoup de tests. Et c'est chaque fois un peu un projet sur mesure, donc c'est aussi difficile parce que du coup, on ne peut pas appliquer une recette magique à tout, mais je pense que c'est ça qui fait aussi la force des projets de IN, c'est qu'il y a ce côté très personnalisé. Même un musée qui a vu un projet ailleurs, on va le répliquer, mais avec un petit changement en fait, qui ira mieux pour ce musée-là. On avait vu par exemple avec le projet de Interactive Replica que c'est pas le même projet si on le fait avec Plateforme 10 que si on le fait avec un musée d'archéologie. Et je pense que c'est aussi ça la force de ce qu'on fait. Voilà, merci beaucoup.